Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes et le Moniteur Formation, deux organismes de formation donc qui dans le cadre du développement de l'Europe en numérique et notamment dans le cadre de son cursus management de la Smart City, vous propose cette année un cycle de webinaires. Nous en sommes au 4e volet de ce cycle animé par Maître Audrey Morel. Nous avons déjà évoqué la notion de territoires intelligents, la notion d'éclairage intelligent. Le mois dernier, la gouvernance des données. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de comment favoriser les partenariats publics-privés pour la mise en œuvre de projets Smart City. Donc pour ce 4e rendez-vous, Maître Audrey Morel, qui est avocate en droit public des affaires, fait intervenir 2 experts du CEREMA qui sont avec nous, nous les en remercions. Monsieur Florent Boitias, qui est chef du groupe et pilote de la mission Villes et territoires intelligents, et Olivier Bachelard, qui est chef de projet innovations urbaines et aménagement opérationnel. Donc voilà pour les 2 personnes du CEREMA qui nous accompagnent. Et nous avons aussi à nos côtés monsieur Philippe Rapin, qui lui est CEO de la société Urban Radar. Donc je leur laisse donc la parole. N'hésitez pas à utiliser le petit menu questions que vous devez avoir à droite de votre écran. Voilà, je les relayerai à Maître Morel tout au long de l'intervention afin qu'elle puisse interroger nos différents intervenants. Merci à tous, très bon webinaire et je vous retrouve à la fin. Merci Laurence. Alors bonjour à tous et merci d'être encore nombreux à vous être inscrits ce matin donc, au 4e webinaire sur effectivement la Smart City Tour de la théorie et la pratique. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur la notion de PPP dans la Smart City. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre déjà par la notion de partenariat public-privé en Smart City? C'est vrai que naturellement, on peut penser effectivement tout de suite à la notion de contrat de partenariat, contrat de délégation de service public, en mode de gestion traditionnel qu'on appelle par PPP. Mais quand on parle de Smart City, en réalité, la notion de partenariat public-privé doit s'entendre de manière beaucoup plus globale. Alors, pourquoi? Parce que, et là, pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire sur la notion de territoire intelligent, il faut rappeler que quand on parle de Smart City, alors c'est vrai que moi, je préfère parler de territoire intelligent, effectivement, même si c'est plus long à dire. On parle de plusieurs choses. On parle de ville durable, on parle d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, on parle de relever des nouveaux défis, notamment de la transition énergétique. On parle de ville inclusive. Qui dit ville inclusive dit quoi? Dit amélioration de la participation citoyenne, amélioration des partenariats locaux. Et on parle aussi de ville moderne. Ville moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire recours aux nouvelles technologies, recours à des solutions innovantes, recours à la gouvernance de la donnée. Donc tout ça, en fait, signifie que quand on parle de PPP dans la Smart City, en réalité, on parle de concertation citoyenne, on parle effectivement de partenariat au sens large avec les acteurs sociaux, avec les acteurs économiques, avec les acteurs institutionnels. Et tous ces partenariats, j'ai envie de dire au sens large, on les met en œuvre dès le stade amont, c'est-à-dire dès qu'on définit ce qu'on veut, notre projet de territoire intelligent, puisque généralement les élus définissent leur projet de territoire intelligent après effectivement avoir consulté les administrés, après avoir défini leurs besoins, après avoir mis en place un mode de gouvernance, le mode de gouvernance qui peut être aussi public-privé, après avoir défini un mode de gestion, qui peut être d'un projet de territoire intelligent totalement internalisé à un projet effectivement de territoire intelligent avec un partage des risques et aussi un partage de financement, j'ai envie de dire, à part égale, voire majoritairement supporté par la sphère privée, et aussi avec derrière le souci de vérifier le suivi des objectifs qui ont été préalablement définis. Voilà, donc la notion de PPP, aujourd'hui, telle qu'on va l'envisager, c'est pas la notion de PPP uniquement au sens contractuel, mais aussi la notion de concertation, de consultation avec les différents acteurs impliqués, donc avec les gestionnaires de services publics, avec les administrés, avec les industriels, les cabinets de conseil évidemment, qui sont aux côtés des collectivités pour les aider à mettre en œuvre leur projet Smart City. Et donc cette notion de PPP, on la retrouve aujourd'hui dans la Smart City, dans toutes les briques des projets. Donc, évidemment au sens contractuel du terme, au sens de l'innovation, c'est-à-dire recourir aux solutions innovantes que proposent les acteurs privés, recourir aussi à la valorisation de la donnée, au sens intégration,
c'est-à-dire valoriser mon patrimoine, intégrer tout le savoir-faire dont je dispose, et effectivement à travers la notion d'évaluation. Est-ce que mon projet de territoire intelligent tel que je l'ai mis en place correspond aux objectifs que j'ai préalablement définis? Est-ce que mon co-contractant privé me permet d'atteindre ces objectifs? Est-ce que je dois faire évoluer mon projet? Est-ce que je dois moderniser les services publics tels que je les ai mis en place actuellement? Voilà, donc dans toutes ces briques-là, on retrouve la notion de PPP. Maintenant, là où on va s'arrêter un peu plus aujourd'hui avec nos différents interlocuteurs, c'est dans quelle mesure on peut améliorer ces partenariats publics-privés au sens large. Quels sont les freins qui subsistent aujourd'hui, effectivement, pour mettre en œuvre ces partenariats publics-privés et effectivement, surtout, quels sont les leviers qui permettent de les améliorer. Alors, dans tous les webinaires, hein, il y a un point de départ hein, qu'on a dit à chaque fois, c'est la notion de sensibilisation des élus. Effectivement, on ne peut pas mettre en œuvre un projet de territoire intelligent si on n'a pas initialement la volonté de effectivement de consulter ses administrés, de faire un recensement du patrimoine existant et derrière de voir quels objectifs je dois atteindre. Et tout ça, effectivement, c'est un travail qui doit se faire en amont et pour lequel tous les élus doivent être sensibilisés. Parce qu'un projet de territoire intelligent doit de toute façon émaner à minima d'une volonté politique. Après, quels sont un autre levier d'amélioration des PPP? C'est quel est le patrimoine dont je dispose en termes d'infrastructures, en termes de données, de quelle manière ce patrimoine doit être géré, doit être valorisé par mes services, mais aussi par mes co-contractants privés. Quelle synergie je peux mettre en place entre les différents secteurs et les différents acteurs? C'est vrai que quand on voit les projets de territoire intelligent qui sont mis en œuvre aujourd'hui, on voit énormément de synergies entre, par exemple, le secteur de l'énergie et le secteur du numérique, entre le secteur des transports et le secteur du numérique également. Donc, il y a effectivement, les territoires intelligents renvoient souvent à des marchés globaux qui nécessitent effectivement de mettre en place des synergies entre les secteurs, mais également entre les acteurs. Puisqu'aujourd'hui, on voit que les acteurs qui répondent au projet de territoire intelligent ne sont pas forcément les acteurs traditionnels que l'on connaît. Et ce qui nécessite effectivement aux collectivités d'appréhender une nouvelle typologie d'acteurs, mais aussi de se retrouver face à des consortiums qui sont des fois de taille assez énorme et qui effectivement montrent que les acteurs aujourd'hui n'hésitent pas à se regrouper pour mélanger leur savoir-faire et pour répondre donc aux objectifs des collectivités. Et enfin, on fera un dernier point d'étape sur les solutions innovantes à la fois sur les modes de gestion, puisqu'effectivement les projets de Smart City ne sont pas forcément mis en œuvre dans le cadre de montage contractuel classique qu'on a l'habitude de voir. Donc là, je pense au marché public, au DSP, mais il faut aussi appel à des montages plus souples ou à des montages qui ne sont pas forcément connus. Et aussi voir de quelle mesure des solutions innovantes qui sont proposées par les acteurs privés ont aussi été retenues donc, par les collectivités pour répondre à leurs objectifs. Donc, sur ce premier point, je vais laisser la parole donc, à Olivier Bachelard du CEREMA. Alors, je vais d'abord, Olivier, vous laisser présenter le CEREMA, même si je pense que tout le monde, effectivement, une idée en tout cas de ce qu'est le CEREMA. Et puis aussi, effectivement, vous laisser présenter la vision que vous avez, vous, des PPP sur on va dire, ce qui existe déjà, mais aussi ce qui doit être effectivement amélioré de manière plus approfondie. J'avais le micro coupé, excusez-moi. Merci. Donc le CEREMA, c'est le centre d'études risques, environnement, mobilité, aménagement et construction publique, qui est un établissement public. Moi, je fais partie de la direction de territoire et ville, et donc je suis responsable innovation urbaine, donc un pied dans la smart city, mais pas que.
Donc en fait, je vais vous faire une présentation en deux temps avec tout d'abord un certain nombre d'éléments sur en effet les freins à l'innovation qu'illustrera ensuite Philippe Rapin dans sa partie et puis quelques dispositifs qui justement facilitent, qui existent déjà, facilitant la collaboration entre acteurs publics et privés. Donc en fait, le constat de départ, hein, c'est que quelle que soit finalement la dimension du territoire intelligent, que ça soit avec un objectif de favoriser l'implication des habitants, simplifier la vie des habitants par des services numériques, avec toujours une volonté d'inclusion la plus large possible, d'optimiser les réseaux, la gestion des réseaux, ou également de valoriser de manière générale les données du territoire, les données publiques. Il y a à la fois une exigence derrière de progrès, donc d'innovation, qu'elle soit basée ou non sur le numérique. Certaines innovations sont sont parfois des réinterprétations de dispositifs de bon sens qui existaient il y a longtemps, qui ont été laissés de côté et qui aujourd'hui reprennent une vraie place. Il y a une exigence de collaboration entre acteurs publics et privés et également aujourd'hui qui se fait jour une exigence aussi de sobriété numérique, d'abord parce que le numérique a un impact environnemental croissant, que l'augmentation des usages du numérique renforce encore cet impact-là et qu'on a une nécessité globalement aujourd'hui d'innovation qu'on qualifie de frugale avec une gestion plus durable des équipements. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps sur les freins. Cap Digital nous a sollicité en milieu d'année dernière pour organiser avec eux et le ministère de la Transition écologique une démarche qui s'appelait Place d'innovation urbaine, enfin qui s'appelle toujours, on est dans les conclusions en ce moment, le rapport final va être publié dans les jours qui viennent sur la plateforme qui s'appelle Place de l'innovation urbaine. Hein. Vous tapez Place de l'innovation urbaine sur Internet, vous tombez directement dessus normalement en premier. C'est une démarche qui visait à qui a commencé, j'allais dire, par une concertation d'un peu plus de 6 mois, depuis juillet l'année dernière jusqu'en janvier cette année, avec l'idée derrière de consulter le plus largement possible un certain nombre d'acteurs qui soient porteurs d'innovation, hein, donc c'est plus tout ce qui est maître d'ouvrage, public ou privé, les opérateurs urbains de réseau, des acteurs locaux, ça peut être des promoteurs, des aménageurs, des bailleurs sociaux, que ce soit donc eux sont plus les acheteurs d'innovation, des innovateurs qui sont les porteurs d'innovation, donc les startups, PME, ETI, des laboratoires de recherche, et puis tout ce qui est facilitateur, donc bureau d'études, maître d'œuvre, cluster, incubateur, autour d'une idée, c'est est-ce qu'il faudrait créer ou non une plateforme des innovations urbaines avec et à la fois de connaître les freins à cette innovation et puis en même temps de savoir quelles pourraient être les fonctionnalités d'une plateforme d'échelle nationale qui permettrait du coup de favoriser, d'accélérer la mise en relation d'un côté des entreprises innovantes et des laboratoires de recherche avec tous les acteurs territoriaux publics et privés qui font la fabrique de la ville, de façon à ce qu'ils puissent plus facilement développer, expérimenter, déployer de nouveaux projets ou services innovants. Donc le résultat de cette consultation, on a eu d'un côté une plateforme en ligne dont je vous parlais, où il y avait 3 parties pour la contribution, en effet, quels sont les freins, les besoins pour vous dans vos métiers, quelles sont les fonctionnalités que vous verriez pour cette plateforme-là qui seraient intéressantes pour faciliter justement le développement de projets.
On a eu environ 320 contributeurs en ligne avec un tiers par rapport au public que j'expliquais, que je présentais tout à l'heure. Et on a organisé un certain nombre d'ateliers, environ 175 participants sur une dizaine d'ateliers, bon, dans les conditions que vous connaissez au niveau sanitaire. Donc, on a eu Lyon qui a pu être réalisé en présentiel au Tuba de Lyon. Et ensuite, l'ensemble, en tout cas, de ceux qui ont organisé le CEREMA à Tarbes, Mulhouse, Aix-en-Provence, Dunkerque ou Angers, c'était du distanciel au mois de novembre. Et ça aurait été organisé également avec un certain nombre de structures. Nous, CEREMA, on est plus proche des collectivités et on a travaillé avec des structures qui sont plus proches des entreprises, le Tuba Mulhouse, The Camp à Aix-en-Provence, la Halo Sucre à Dunkerque notamment. Là, on a eu un public un petit peu donc différent avec une majorité de maîtres d'ouvrage, à quasiment un peu plus de la moitié. On peut repasser pardon, à la diapo suivante. Donc les résultats en termes de besoins face aux freins qui ont pu exprimer, ça a été traduit ensuite en termes de besoins. Je vous présente d'abord rapidement côté entreprise ces freins. C'est à la fois le besoin, pour eux, c'est de faire connaître leurs solutions innovantes, de trouver des terrains d'expérimentation. Donc là, la collaboration avec le public, elle commence à apparaître puisque la collectivité en face peut éventuellement proposer des terrains à l'expérimentation, tout comme d'ailleurs des bailleurs sociaux, des aménageurs. Passer du prototype à l'expérimentation, c'est-à-dire à l'industrialisation de la solution, pouvoir identifier mieux aussi les besoins des collectivités, des maîtres d'ouvrage de manière générale. Il y a du coup un manque de contact qui est apparu clairement. Pouvoir se positionner sur certains appels d'offres, notamment du fait, dès qu'on propose une solution alternative qui marque une rupture, on rentre pas forcément dans les cases prédéfinies dans les appels d'offres. Donc là, une difficulté aussi du côté cette fois-ci public de rédiger dans la manière de rédiger les appels d'offres pour ouvrir le champ des possibles pour les entreprises et donc les innovations. Pouvoir proposer donc des solutions innovantes s'inscrivant dans une réglementation aussi donc qui est plus contrainte, donc on est en lien avec ça. Il y a des questions d'évolution de réglementation dans certains domaines qui se posent nécessairement. Articuler besoin de confidentialité qui est une demande des entreprises et les attentes qui sont plutôt en termes de partage d'informations et de discussion sur j'allais dire d'open innovation du côté des collectivités. Avoir une vision d'ensemble des opportunités de financement de l'innovation urbaine, que ce soit à travers d'appels à projets territoriaux, de financement européen ou autres. Pouvoir surmonter aussi la différence de temporalité, ça c'est quelque chose qui est revenu en permanence entre la temporalité de l'innovation et la temporalité plutôt du projet urbain, des projets qui font le développement de la ville. Et être capable de recruter aussi, ça une problématique purement au niveau des entreprises, recruter plus rapidement les bonnes ressources, notamment dans des filières d'avenir. Côté collectivité, maître d'ouvrage, aménageurs, constructeurs, bailleurs sociaux, on est plus sur des besoins qui sont de se repérer dans une offre qui est pléthorique de solutions en ciblant mieux ses réels besoins aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une tendance qui est exprimée aussi de partir directement sur des solutions sans avoir vraiment synthétisé le besoin, avoir une meilleure compréhension technique des solutions qui sont proposées, changer aussi en interne ses modes de faire, privilégier le transversal, ça c'est quand même une tendance de fond depuis un certain temps. Mais en identifiant sur la thématique, en tout cas de l'innovation et éventuellement aussi du numérique, des leaders qui seraient moteurs en interne collectivité, capitaliser les connaissances et mieux mutualiser les énergies. Il y a en effet une question d'apprendre au fur et à mesure et d'être capable aussi à chaque échelle de capitaliser les expériences. Développer une culture de l'innovation. Donc là, en effet, ça a été souligné par de nombreuses collectivités. Il y a une
il y a une peur du risque, il y a une peur enfin de la prise de risque, il y a une peur aussi des questions liées du risque par rapport au financement notamment et par rapport à l'échec de certaines expérimentations. Pouvoir tester du coup la performance de l'innovation, savoir comment peut être pris en charge le surcoût éventuel de certains projets ou services, et puis disposer également d'un cadre dérogatoire pour certaines expérimentations. Ça rejoint la question de la réglementation côté entreprise tout à l'heure. Et enfin, faire évoluer donc sur le territoire les comportements et usages. Il y a la question de l'acceptabilité derrière ça des innovations et développer la participation des habitants également dans la co-construction. Donc là, on va parler public-privé, mais en effet, il y a aussi la question de l'implication des habitants eux-mêmes dans la conception des projets. Côté, du coup, en fait, dans ce dispositif-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a permis de faire une cartographie. Alors, d'un côté, Cap Digital a réalisé un benchmark des plateformes déjà existantes, qui est disponible aussi sur le site internet que je vous évoquais Olivier, tout à l'heure. Oui, juste avant je suis désolée, hein, oui, il y avait une je question peut-être. rebondir sur ta dernière slide, parce que c'est vrai que là, tu as effectivement mis en exergue un certain nombre de freins dont visiblement les collectivités sont, pour maître d'ouvrage public au sens large, hein, sont conscients. Est-ce que, à ton sens, je veux dire, à quoi c'est dû en fait, c'est au-delà de tout ça, est-ce que face à ça, je veux dire, les maîtres d'ouvrage publics ont commencé quand même à mettre en œuvre des solutions, hein, pour un peu, j'ai envie de dire, lever, hein, ces barrières, c'est-à-dire, comment dire, recourir davantage au sourcing, consulter davantage les acteurs susceptibles de répondre à leurs besoins, enfin sortir un peu du cadre traditionnel. Est-ce qu'il y a aussi une méfiance j'ai envie de dire, au regard de certains acteurs qui ne sont pas forcément connus, mais qui effectivement viennent proposer des solutions, on va dire, innovantes, qui sont elles aussi peu connues du coup, et que les collectivités ont du mal, j'ai envie de dire, à se défaire. Bah, il y a, pour moi, alors je parlerai peut-être collectivité de taille moyenne et métropole, hein, il y a une sursollicitation de la part d'un certain nombre d'entreprises dans lesquelles, en effet, il y a du mal à se retrouver et à savoir est-ce qu'on a vraiment le besoin. En fait, on apporte des solutions. Enfin, voilà, il y a des tas de solutions proposées, mais la réalité, c'est est-ce qu'on a, et notamment pour des villes moyennes qui ont en effet pas forcément à la fois des moyens techniques pour analyser l'ensemble des offres qui leur sont proposées, il y a en effet cette préoccupation, c'est-à-dire peut-être à qui on peut faire confiance en effet, mais en effet de savoir qualifier réellement la nature innovante de ce qui est proposé, de la solution qui est proposée, et un besoin en effet d'avoir le temps de revenir sur ses propres besoins en fait. Ouais. C'est-à-dire d'être capable de se dire certes, il y a une solution, mais je ne vais pas y aller forcément tout de suite. De ne pas céder non plus à. Il y a une défiance aussi, hein, je ne sais pas si Philippe y reviendra tout à l'heure, mais il y a une défiance aussi sur le tout numérique qui apparaît quand même depuis quelque temps, j'allais dire depuis 1 ou 2 ans, qui est aussi une peur de perdre sa souveraineté en fait, hein, finalement. Oui. Donc elle est présente sur les grandes métropoles, et je pense qu'elle l'est d'autant plus sur les villes moyennes. Voilà. Okay. Et donc en fait, c'est bien le sujet de la suite, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des villes qui s'organisent déjà. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour les métropoles parce qu'elles pouvaient être déjà dans des dispositifs comme Écocité, comme les démonstrateurs industriels de la ville durable, qui avaient des dispositifs d'accompagnement
de financement déjà et d'accompagnement au niveau national, notamment pour aider à lever les freins dans certains domaines. Les DIVD avaient leur groupe de travail sur un certain nombre de sujets. Écocité a travaillé notamment sur la levée des freins, sur la rénovation énergétique, des choses comme ça. Mais en effet, ça reste des clubs un peu restreints. Il y a 22 DIVD, il y a 31 écocités qui sont uniquement des métropoles ou quasiment. Et aujourd'hui, la question aussi de cette plateforme, c'était d'essayer d'élargir à la fois pour donner à voir tout ce qui a pu être fait dans les années précédentes avec au niveau information, mais aussi de voir comment cette plateforme-là pouvait s'inscrire ou pas dans des choses qui existaient déjà. Or, il existe déjà énormément de choses, en fait. À la fois, je disais, Cap Digital a fait un benchmark des plateformes qui existent déjà. Là, si je résume globalement, il existe déjà beaucoup de choses sur l'identification des solutions innovantes et des porteurs. Il y a des plateformes comme la plateforme Solitaire, qui est une sorte de réseau social en circuit court qui permet la collaboration entre public et privé. En gros, le public, le maître d'ouvrage va indiquer son besoin et en face, on a des entreprises qui, elles, vont proposer des solutions et il y a un système de matching entre les deux qui permet de les mettre en relation. Après, ça existe. Alors ça, c'est du côté de Tarbes. Je crois que c'est une échelle départementale, si je me souviens bien, ou régionale. Après, ça existe aussi après à d'autres échelles. Le CGDD a développé aussi une banque de données d'innovation avec un certain nombre la banque des territoires également, des choses en termes de sourcing de start-up. Mais il y a d'autres dispositifs qui me semblaient intéressants de présenter là, comme la cartographie, par exemple le mapping à la fois des accompagnateurs. Ça, c'est le Tuba de Lyon qui, avec French Tech One, Lyon-Saint-Etienne, permettent jusqu'où de repérer un certain nombre qu'il existe une nébuleuse d'accompagnateurs et d'essayer de s'y repérer là-dedans pour faire avancer ces projets. Sur Dunkerque, on est sur la cartographie d'écosystèmes d'acteurs pour essayer justement de structurer des nouvelles filières, de simuler des impacts sur certaines filières. Donc c'est plus des écosystèmes thématiques. Enfin, j'ai une petite diapo après derrière. Et ensuite, il y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement des collectivités pour aider à lever les freins à l'innovation ou pour aider à faire avancer les projets. Il y a tout ce qui est en effet, par exemple, la boîte à outils de Toulouse Métropole qui est développée suite à l'appel à projet Décide-moi Toulouse. Là, moi, je voulais parler de Grand Innov. Je sais qu'il y a des gens qui sont inscrits aujourd'hui avec le dispositif Grand Testeur qui est à l'échelle de la région Grand Est. Donc, il y a des choses d'échelle très variable. Et ensuite, pour la co-construction aussi, on voit des choses qui apparaissent. Les hackathons ou les équivalents sur les solutions urbaines, ça existe déjà depuis un certain temps, mais il y a des plateformes comme celle de TCO La Réunion qui sont assez intéressantes pour faire de la co-construction de services et qui mettent en plus à disposition la structure de la plateforme pour qu'elle soit répliquée ailleurs dans d'autres territoires. Donc, pour pouvoir faire le même type de démarche de collaboration entre entreprises et entre entreprises et publics. Il y a les labs urbains aussi qui développent du coup un certain nombre de connaissances aussi sur la manière sur les clés de réussite pour les projets. Donc, il y a Urban Lab à Paris, qui est un cas particulier avec 2 terrains d'expérimentation au nord, La Chapelle, et au sud, vers la gare d'Austerlitz, Bibliothèque. Et puis, Rêve de scène urbaine dont je parlerai un petit peu après. Et puis l'important aussi qui est apparu au fil aussi des ateliers qu'on a menés, c'était l'importance des tiers-lieux, c'est-à-dire d'arriver finalement pour certaines collectivités à mettre à distance le risque. C'est-à-dire que la création de tiers-lieux qui deviennent du coup qui sont souvent des structures associatives et qui sont hors organigramme de la collectivité dans la plupart des cas,
financé quand même en partie par la collectivité, hein, mais ça permet de mettre finalement toute la gestation de ces projets-là et la notion d'échec éventuel ou la notion aussi de prise de risque, un peu à distance de la décision politique, puisque finalement les projets émanent du tiers-lieu. Parce que là, je vois beaucoup d'exemples super intéressants hein, qui concernent effectivement des métropoles, des agglomérations, des régions, des départements. Est-ce que ce sujet-là avance pas à deux vitesses, j'ai envie de dire, selon le type de collectivité? Est-ce que les petites collectivités, les communes ou les petits EPCI sont un peu moins, on va dire, un peu moins au fait. Un peu moins outillés, ouais. À la fois un peu moins outillés et un peu moins. Et l'idée, du coup, en effet, à la base de la plateforme de l'innovation urbaine, c'était de pouvoir justement viser plus les villes moyennes et les petites villes de façon à. Et les territoires. Enfin, après, on peut être à l'échelle d'un pays, d'une communauté d'agglo, de manière à justement faire percoler, diffuser à la fois les questions d'innovation en termes de sensibilisation d'un côté, mais aussi tout ce qui est finalement clé de réussite par rapport à certains projets, et aussi comment dire, un repérage par rapport à tous ces dispositifs qui finalement existent déjà, hein. Donc pour certains, et voilà, donc là, l'existence, la création de cette plateforme-là, elle n'est pas encore tranchée par le ministère de la Transition écologique, hein. Ils n'ont pas encore arbitré et ils ont trois scénarios, j'allais dire, issus de cette démarche-là, dont un serait plus justement une plateforme qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire quelque chose qui puisse être dupliqué dans un certain nombre de territoires à des échelles différentes, avec du coup une structure de plateforme finalement qui permettrait ensuite localement, à condition qu'en effet il y ait une collectivité en particulier qui prenne la main, que ça soit à échelle départementale ou en dessous, puisse alimenter cette plateforme et recréer le lien finalement entre un écosystème privé qui fonctionne peut-être avec des trous dans la raquette, et puis un ensemble d'acteurs publics qui, eux, ont du mal à se repérer dans tout ça, quoi. Okay. Là, rapidement, je vous présente, donc ça c'est le petit comment dire, le petit schéma qui permet de se repérer sur les acteurs d'aide à l'incubation et à l'accélération sur Lyon Saint-Étienne. Donc c'est un peu une cartographie des accompagnateurs qui est distinguée selon un certain nombre de phases de bas en haut, hein, d'idéation, c'est-à-dire de création du concept, on va dire, de développement du projet, de prototypage, de passage à l'échelle, c'est-à-dire de démultiplication du projet sur d'autres territoires éventuellement que celui d'expérimentation, et puis d'essaimage global pour le même type de projet qui puisse être adapté dans d'autres territoires ou dupliqué. Du coup, à chaque fois, ça liste en effet un certain nombre d'acteurs avec des codes couleurs qui correspondent plus aux thématiques sur lesquelles ils vont intervenir. Voilà. Ça, c'est le mapping d'écosystème, donc cartographie aussi, qui est réalisé par les Possibilizers pour l'agence d'urbanisme Agur, avec l'agence d'urbanisme Agur sur la communauté urbaine de Dunkerque. Donc au départ, c'était une cartographie qui était faite plutôt entre guillemets à la main, enfin de manière dessinée, qui aujourd'hui est devenue une cartographie numérique qui permet en fait de voir quels sont les acteurs, les entités qui travaillent sur un même domaine, avec éventuellement, je ne sais pas si on est sur de l'énergie ou si on est sur des matériaux, des questions de flux qui entrent, qui sortent du territoire et qui sont échangés éventuellement à l'intérieur du territoire. Donc en fait, les entités, les relations entre elles, et ça permet du coup de cibler
de préfigurer des créations de filières, de simuler aussi aujourd'hui avec l'aspect numérique, de simuler des événements, c'est éventuellement la faillite ou la délocalisation de telle ou telle entreprise, pour voir justement quel impact ça a sur la filière et sur le projet peut-être de la collectivité. Moi, je cite comme exemple, par exemple, la création en effet de réseaux de chaleur, de petits réseaux de chaleur ou de centrales, de centrales à l'échelle de quartiers nouveaux à base de palettes de bois, par exemple, de choses comme ça, où il y a une volonté derrière d'être en circuit court et de développer une filière bois là derrière ça. Donc c'est des choses qui peuvent aider à réfléchir en tout cas à la structuration de ça, à l'état initial et à vers où on veut aller en tant que collectivité par rapport aux débouchés qu'on a créés finalement au travers de nos projets d'aménagement ou des solutions qu'on a pu développer. Sur donc grand testeur, là on est plus sur un dispositif d'accompagnement qui permet du coup l'expérimentation territoriale avec un certain nombre donc un suivi en 6 étapes qui est proposé par Grand-Innov Plus, un parcours d'accompagnement qui permet à la fois une mise en relation entre les acteurs, de trouver également des terrains d'expérimentation, de créer des collaborations autour de projets, d'avoir un accompagnement qui est à la fois sur des questions techniques, c'est-à-dire la levée éventuellement de certains freins en effet à l'innovation, sur des questions aussi de comment trouver les financements au projet, et puis qui inclut également une dimension valorisation des projets qui permet notamment aux entreprises de mieux se faire connaître. Et enfin, je sais plus, non, c'est l'avant-dernier, sur donc le territoire côte ouest de la Réunion. Là, c'est quelque chose qui est encore en gestation avec Collab Studio, qui développe donc une future plateforme territoriale de transition écologique et industrielle, dans laquelle en fait ils ont réussi à entraîner tout un écosystème en effet à la fois d'acteurs publics et privés. Il y a sur la plateforme de préfiguration pour l'instant qui est d'une phase de démarrage, d'amorçage. Il y a à la fois des fiches acteurs avec 4 types d'acteurs, mais il y a aussi également des services qui ont été construits au travers d'ateliers qui ont été du coup réalisés en visioconférence dans la situation actuelle. Mais du coup, la plateforme sert aussi à ça, à la co-construction, au suivi de l'avancement des projets, c'est-à-dire que chaque fiche projet en fait est classée selon si elle en est à la phase de concept, la phase de développement, la phase de test ou la phase de déploiement. Et puis c'est une plateforme, Collab Studio nous indiquait que c'était une plateforme qui avait pour objectif à terme d'être en open source, c'est-à-dire la structure de la plateforme elle-même pourrait être répliquée ailleurs sur d'autres territoires. Donc c'est c'est assez intéressant pour pouvoir s'en emparer sans en effet avoir eu les moyens forcément pour créer le dispositif directement. Et enfin, rêve de scène urbaine, donc là on est plus sur les labs urbains, je parlais d'Urban Lab tout à l'heure. Rêve de scène urbaine, c'est un principe de boîte à idées, donc là on est sur un démonstrateur industriel de la vie durable, donc, dont le dispositif de base donc, a été financé sur le PIA Ville de demain, mais qui fonctionne donc depuis 5 ans avec une boîte à idées tous les ans. Qui permet donc à un certain nombre d'entreprises ou de groupements de proposer des concepts. Il y a une sélection par la collectivité qui est le territoire d'expérimentation, en l'occurrence ici Plaine Commune, qui est faite, et ensuite du coup de 150 idées exprimées, on a donc une sélection de 20-30 idées qui vont faire l'objet d'une étude de développement, et ensuite il y aura une validation qui permettra ensuite l'expérimentation du projet sur le territoire. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le dispositif et qui permet à la fois des collaborations et des expérimentations.
Et ça, juste pour bien comprendre, c'est par collectivité ou est-ce que toutes les collectivités, je veux dire, peuvent avoir accès en fait aux résultats, je veux dire, de cette Alors levée le urbaine? résultat, ils ont une plateforme en effet, c'est ça qui a été financé d'ailleurs par le PIA, hein. Ils ont une plateforme en ligne qui contient une présentation des projets et leur état d'avancement. D'accord. Voilà. Après, il y a des contacts qui sont en effet donnés au travers de cette plateforme-là. On peut et après, c'est sur des choses très très variées. On est quand même en lien avec l'urbain, mais on peut être aussi bien sur du mur anti-bruit végétalisé qui fait en même temps capteur solaire et qui à terme va aussi dans une deuxième phase devrait aussi rendre un service liées aux communications vis-à-vis des personnes qui passent sur la route en question. Donc, je ne sais pas si c'est pas du Wi-Fi, enfin, quelle est la technologie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mur communicant aussi en même temps. Donc, on peut aller sur des choses voilà, très techniques comme ça, et puis après, on va être des choses aussi sur la participation citoyenne, on va être des choses très, très diverses. Ok. Donc là, je vais passer la parole à Philippe Rapin, donc de la société Urban Radar. Donc, je vous laisse présenter votre société, Philippe, mais effectivement, là, ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu votre ressenti par rapport à tout ce qui vient d'être dit, hein, Exact. notamment Mhm. sur Mhm. les besoins des acteurs privés, mais également sur la manière dont vous ressentez les attentes des acteurs publics et Mhm. comment vous vivez ça au quotidien, quoi, je veux dire, dans vos relations avec les collectivités. Tout à fait, tout à fait. Merci Maître Morel et merci Olivier pour cette présentation aussi parce que c'est ma présentation va complètement faire écho à la vôtre. Donc pour le contexte en fait, Urban Radar est une plateforme de pilotage des territoires par la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé Urban Radar il y a à peu près 3 ans maintenant, sachant que je viens du monde de l'AMO, du conseil auprès des collectivités, sur les partenariats publics-privés, sur le montage de projets, notamment dans les transports. Et ce que je constatais, c'est que les collectivités, de mon point de vue, passaient à côté d'énormes opportunités parce qu'elles n'avaient pas les outils pour gérer et pour comprendre ce qui se passe sur leur territoire par la donnée, qu'elle soit d'origine publique ou privée. Et c'est pour ça que je me suis donc associé à un développeur de la Silicon Valley qui, du coup, construit avec son équipe la plateforme Urban Radar et c'est ça qui a créé la société Urban Radar. Donc, et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais pas trop parler d'Urban Radar. En fait, c'est plutôt de nos expériences, d'un retour d'expérience d'une start-up dans ses relations avec les collectivités. Est-ce que nous, on regarde quels facteurs clés de succès on voit de notre côté, etc. Mais néanmoins, pour le contexte, Urban Radar s'intéresse du coup à la logistique, à l'impact de la logistique et des mobilités sur le territoire, puisque aujourd'hui on est en pleine révolution de tout cet espace urbain, surtout à cause de l'impact qu'on peut avoir naturellement sur la congestion, sur la qualité de l'air, la qualité sonore et en sens général la qualité de vie des citoyens. Du coup, nos clients vont être les collectivités ou les bureaux d'études, puisque notre outil est déployé pour cette population d'utilisateurs qui n'a pas ces outils pour gérer la donnée publique et privée. Et ce qu'on voit au-delà de la tech, puisque Urban Radar, c'est une solution technologique, mais ce dont on s'aperçoit, et ça fait, enfin voilà, je vais faire beaucoup écho à ce que disait Olivier Bachelard, c'est au-delà de la technologie, notre technologie, elle sert à rien à partir du moment où on ne fait pas tout cet accompagnement en amont, qui lui n'est pas du tout technologique. La technologie reste un outil, mais il y a énormément d'étapes avant que la technologie soit implémentée et qu'elle devienne pérenne et utile pour le territoire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est un énorme axe, finalement un challenge pour les villes intelligentes. Et si bien que Urban Radar, aujourd'hui, on a vraiment deux activités. Non, pardon, ouais. Si bien que du coup, on a vraiment deux activités. Une activité accompagnement, identification des besoins, identification des données disponibles, parce qu'il y a un énorme travail là-dessus, et ça, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil. Et ensuite, en parallèle, notre équipe tech développe un outil destiné et
précisément au cas d'usage des clients et évolutif, puisque chaque territoire va avoir en plus ses besoins, des besoins particuliers. Et on est basé sur la valorisation des données publiques et privées, puisqu'aujourd'hui, sur les territoires, on est vraiment sur ces sujets-là. La donnée, on commence à, c'est pas mélanger, mais à, disons mélanger, les données publiques et privées deviennent nécessaires pour le pilotage du territoire. Il n'y a plus ce clivage comme on pouvait voir avant. Donc, sur les prochaines slides, ce que je présente, c'est pour nous, de notre point de vue, quelles sont les phases de l'innovation pour Urban Radar ou pour une startup. Tout d'abord, naturellement, la clé de tout, c'est l'identification des parties prenantes et surtout l'identification d'une personne moteur, leader qui va porter au sein de la collectivité ou du territoire une appétence à l'innovation, une curiosité, puisque dans ces phases d'innovation, il faut, je vais en parler après, il faut accepter que les solutions ne sont pas toutes faites, et ensuite quelqu'un qui est très pragmatique. Et donc ça c'est effectivement le point essentiel à tout projet, mais avec aussi un leader politique et un leader plus technique. Donc ça, ces deux personnes au sein d'un territoire sont absolument nécessaires pour que les projets puissent avancer. Autrement, il y a beaucoup plus d'écueils. Et ensuite, oui. C'est quelque chose que côté privé, vous arrivez facilement à identifier ou est-ce que ça dépend des collectivités? Alors c'est là que vient, alors tout à l'heure je vais parler d'ailleurs, et du coup je vais mettre à l'honneur certaines de ces personnes, parce que je vais parler tout à l'heure des individus, je vais donner des exemples de projets pratiques, et je vais parler du coup de certains individus qui sont absolument essentiels au succès des projets. Oui, on les identifie, c'est là où vient tout ce travail, c'est au-delà, vraiment, ça n'a rien à voir avec la tech, c'est toute cette partie de définition des besoins, de travail avec des gens qui expriment un besoin, et qui ont surtout une appétence pour l'innovation. Et ça, c'est un réseau. Ce qu'on voit, je dirais là-dessus, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est quasi exponentiel, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus d'acteurs ou de personnes, c'est vraiment des personnes, hein, dans les collectivités, qu'elles soient politiques d'ailleurs ou techniques, opérationnelles, qui ont cette appétence, qui ont cette curiosité. Et on voit que les collectivités recrutent des gens qui sont intéressés par l'innovation. On voit de plus en plus de postes qui se créent de direction de l'innovation, direction ville intelligente, et qui ont les moyens. Parce qu'après, il faut non seulement le poste, mais ensuite il faut avoir les moyens d'avoir une action transversale au sein du territoire et de fédération de l'ensemble des acteurs. Et donc ça, on le voit de plus en plus en France, en Europe, on le voit aussi aux États-Unis, où il y a finalement un changement organisationnel au sein des collectivités pour mettre en avant ces fonctions transversales qui sont nécessaires pour le développement économique d'une collectivité ou d'un territoire, etc. C'est presque une question de c'est perçu comme une question, je dirais pas de survie, mais de développement économique par les territoires. De là, et d'attractivité économique du coup. De là, donc une fois qu'on a les parties prenantes, naturellement, il faut identifier des projets. Donc nous, comme je vous le disais, on s'intéresse particulièrement au transport et à la logistique. Et sur l'identification de projets et la définition des projets, ce qui compte et le message clé pour moi, c'est d'accepter de ne pas savoir, d'accepter on ne sait pas exactement où on va. C'est ça l'expérimentation, c'est ça aussi construire une partie de la ville intelligente, c'est que on ne sait pas où on va, il faut donc accepter qu'on a une direction, elle va certainement changer, mais c'est OK. Et il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont pas fonctionner, mais à partir du moment où on sait pourquoi et qu'on apprend, c'est tout bénef, c'est gagné, puisque ça permet d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière répétée, absolument essentiel, c'est accepter. Je sais qu'on a tous du mal d'accepter parfois l'échec ou de ne pas savoir, surtout dans une collectivité où
et là je vais en parler ensuite dans la commande publique, c'est dans la commande publique, il faut qu'on ait un objectif et un livrable. Et quand on est en expérimentation, c'est toujours un peu compliqué de dire oui, on va livrer ça, on va dans cette direction-là, sachant que les choses vont changer. Et donc certaines personnes, et notamment quand on veut promouvoir un projet auprès de décideurs, de dire on va faire ce projet, c'est super, 6 novembre, on ne sait pas exactement où on va, c'est difficile de débloquer les budgets publics là-dessus. Donc c'est un peu compliqué dans le cadre de la commande. Mais si je remonte un petit peu dans la phase de définition de projet, il faut prendre le temps. Là, je vais en parler après, mais Barcelone, d'une définition de projet, il nous a fallu 2 mois pour cerner la bonne définition de projet. Avec Versailles, on a eu plusieurs itérations absolument intéressantes, de prendre une direction, d'être bloqué, de partir dans une autre, de construire à partir de la première direction, etc. Bref, de co-construire même la définition du besoin avec des acteurs publics et également privés. Et ensuite, dans la définition du besoin, et c'est quelque chose qu'on voit de manière répétée et essentielle, c'est qu'il faut que ce soit simple. C'est-à-dire que quand on veut trop complexifier en se disant oui, mais si on fait ça, ça veut dire qu'il y aura ça. Quand on veut faire une usine à gaz de la ville intelligente, souvent, du coup, il y a trop de difficultés et on s'arrête. On commence même pas le chemin qu'on arrête parce que il y a trop d'informations, c'est trop complexe. Donc l'approche nous chez Urban Radar on suit et que avec nos clients et partenaires, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec une brique, on fait quelque chose de simple et petit à petit, on consolide et on évolue en fonction de cette première brique. On sait où on a une direction où on va, le projet n'est pas nécessairement entièrement défini, mais on construit pas à pas, brique par brique. Ça, ça nous semble essentiel. Et sans, par exemple, sans donner de nom, mais c'est souvent le cas dans beaucoup de bureaux d'études. C'était souvent, on voulait trop intellectualiser la ville intelligente, mettre trop de choses, avoir trop de résultats. Tiens, on veut que la ville tout d'un coup soit magique et intelligente. Et du coup, c'est très difficile d'arriver à mettre en place des projets. Donc, besoin simple, brique par brique. Pour nous, en facteur clé de succès, c'est quelque chose de simple et pragmatique. Naturellement, le cadrage des besoins. Ensuite, c'est des attentes réalistes. J'ai noté dans le slide la bienveillance des acteurs institutionnels. Et je crois que c'est important. Il y a dans ces expérimentations, il faut que tout le monde soit curieux, bienveillant et professionnel, parce que souvent il y a aussi il y a beaucoup de startups qui ne sont pas toujours très professionnels, simplement à cause de la maturité de l'entreprise, etc. Ça arrive. Et je pense que potentiellement pas mal de collectivités se sont aussi brûlées les ailes avec la peur de la startup jeune, faux folle, qui du coup livre pas ce qu'elle promet et du coup ça avance pas bien. Et alors, juste une question, c'est vrai que depuis, enfin, c'est pas nouveau, mais ces dernières années, on voyait des projets qui étaient bloqués ou qui n'arrivaient même pas en fait à émerger, que ce soit côté public ou privé, parce que les acteurs s'interrogeaient sur quel modèle économique en fait on mettait derrière les projets de ville. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne question en fait du coup à se poser quand je vous entends? Est-ce que l'un des moyens d'avoir la réponse à cette question, c'est pas justement de faire des expérimentations? Alors, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous propose de passer à la slide suivante. Non, je vous en prie. Non, c'est parfaite transition, on dirait que. Tout à fait. Donc, on a cet écueil. On a cet écueil, et là aussi, je vais en parler dans les exemples tout à l'heure. Cet écueil d'un besoin qui est défini, mais ensuite comment trouver un modèle économique où la question qui vient très rapidement, même quand on lance une expérimentation, c'est combien ça va coûter après. Et ça fait écho là aussi à ce que disait Olivier Bachelard sur la peur d'être pris au piège par les collectivités. La peur de se dire, tiens, attention, là, on commence à travailler avec cette entreprise-là, ensuite on va être dépendant et ensuite ils vont nous taxer. Et donc ça va être très cher et on ne sait pas trop. Et c'est logique dans une logique collectivité de dépenses d'argent public, de se dire tiens ok, si on travaille avec ces gens-là, s'assurer que par la suite
on peut continuer à travailler avec eux et qu'on ait une vraie la vraie valeur pour ce qu'on paie. Je crois qu'il y a un changement de modèle économique qui s'opère. Je crois que par le passé, il y a eu énormément le modèle des sociétés, notamment de software, de logiciels, etc., était de rendre dépendants leurs clients à leurs solutions technologiques. C'est entre guillemets à l'ancienne, ce type de modèle. Aujourd'hui, et notamment quand on voit tous les exemples d'initiatives et tous les logiciels, les outils doivent être ouverts, interopérables, finalement ne sont qu'une brique. Un outil, par exemple Urban Radar, on n'est pas une machine Smart City, on est une brique qui permet de gérer des cas d'usage précis, mais on est aussi construit, notre architecture technologique est aussi extrêmement ouverte pour s'intégrer à tout autre système. Donc, c'est plutôt que d'avoir la grosse machine et du coup, il faut sur laquelle il y a des licences extrêmement coûteuses, etc. Les modèles sont beaucoup plus agiles. En fait, c'est une question d'agilité de briques technologiques. Mais néanmoins, on a cette question. Par exemple, il y a un cas dans lequel on est en train de négocier une expérimentation. Et la question qui vient ensuite, c'est combien ça va coûter une fois que l'expérimentation est faite. Et la réponse est dans le modèle économique. Honnêtement, on ne sait pas vraiment encore. Parce que même d'ailleurs, concrètement, le besoin de l'utilisation future n'est pas exprimé, n'est pas exprimable, puisqu'on va le savoir uniquement après l'expérimentation. Mais c'est vrai, et c'est logique, ils ont besoin de savoir, mais on met les pieds dans quoi? Et c'est ce que le politique va demander, en disant on met les pieds dans quoi? Donc là, c'est vrai qu'on a un peu un souci, c'est une question, j'ai envie de dire, de bonne foi, mais est-ce que c'est suffisant? C'est pas sûr. De dire avançons pour ensuite définir le besoin. Et c'est là aussi que vient l'écosystème très intéressant, ce dont parlait Olivier tout à l'heure aussi, c'est on ne négocie très rarement qu'avec une seule collectivité en gré à gré. Il y a tout un écosystème derrière d'accompagnement. Olivier parlait de Grand Innov, qui est un super exemple avec leur système d'expérimentation, dont je vais parler tout à l'heure, Grand Testeur. Quand on négocie avec une collectivité, il y a tout un écosystème qui accompagne les startups, qui accompagne l'innovation et qui fait que du coup, ça encadre aussi, ça minimise les risques. Et une startup ne négocie pas comme une grande société de software, en fait. Et ensuite vient le côté souveraineté de la donnée. Nous, c'est une question récurrente qu'on a, c'est la hantise de se retrouver coincé dans notre cas, dans Urban Radar, de se dire, oh là là, si on travaille avec vous, ensuite, à qui sont les données, tout et tout. Donc nous, et c'est souvent le cas des startups, nous, on n'a aucun intérêt à avoir la donnée. Nous, on processe la donnée. C'est un outil de process de données. La donnée, elle reste à la collectivité ou aux acteurs privés. Et on ne prend pas en otage la donnée, en fait. Et donc, du coup, sur tout ça, on est simplement un outil de gestion de données et là, pour permettre de gérer notamment la souveraineté, qui est un des sujets les plus importants du moment. Là-dessus, donc sur le cadre, le financement du projet, c'est vraiment là il y a un achoppement, parce que même quand on parle des achats innovants, au final, aucune collectivité que je connaisse l'utilise vraiment. Les collectivités, donc le seuil de 100 000 € pour les achats innovants technologiques et tout le monde dit ouais, on connaît, mais on fait pas, on a nos propres règles internes et à ces montants-là, quoi qu'il arrive, on passe par appel d'offres, quoi. Donc malheureusement, cet outil n'est pas nécessairement utile. Il y a énormément dans l'écosystème des startups, d'innovation ville intelligente, de sujets d'accompagnement à l'innovation, de subventions. Il faut être assez inventif. Et encore une fois, en mettant Grand Testeur, donc la région Grand Est à l'honneur, cette région-là met tout un système pour accompagner les startups, pour les aider dans ces cadres d'expérimentation.
La région Île-de-France est un petit peu différente, c'est beaucoup plus complexe, et fait des AMI, et fait des financements différents, c'est plus complexe. Mais ensuite, il va y avoir du cap digital. Enfin, chaque région va avoir son écosystème pour permettre l'innovation et aider les startups notamment à rentrer dans ce cadre. Et ensuite, la question cruciale du financement. Ce qui me permet aussi... Pardon, je vous en prie. Je pense qu'on va y revenir avec Florent, mais effectivement, ce qu'on voit de toute façon depuis le début, c'est qu'il y a une évolution quand même des mœurs hein, des collectivités à avoir sur ces sujets, que ce soit notamment sur les modes de gestion. Les grandes collectivités ont plus de facilité, je veux dire, à faire des amis, comme vous dites, ou à faire des expérimentations autres, ou d'autres collectivités, parce qu'elles n'ont pas aussi forcément de service juridique, parce qu'elles sont moins armées, hein, du coup, se réfugient derrière des modes de gestion beaucoup plus classiques, qui ne sont pas forcément les plus propices, j'ai envie de dire, à recourir aux solutions innovantes et à ce type de projet. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, je voulais juste dire un truc sur le financement. Juste un mot, c'est que souvent, et ça, je ne sais pas quoi en penser parce que c'est de bonne guerre, mais en même temps, ça aide pas souvent, quand les collectivités, les territoires travaillent avec les startups, se disent tiens, super, on va les faire bosser gratuitement. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour faire leur preuve de concept, pour faire des expérimentations. Donc, du coup, on va avoir un bon deal. On va pas payer le prix. Voilà, on les aide par l'expérimentation. Du coup, on va pas payer. Le souci, et je comprends complètement ce mode de négociation, sauf que la réalité économique fait que derrière ces startups, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, c'est pas que nous, beaucoup de startups, ou la majorité d'ailleurs, à un moment on a aussi des employés, il faut pouvoir payer les gens. Donc et parfois, et là je me dis que c'est un frein pour prendre le thème d'Olivier Bachelard, parfois c'est un frein à l'innovation, c'est-à-dire que les collectivités vont être trop obnubilées par ne pas payer une expérimentation plutôt que de se concentrer sur l'objet, le bénéfice que ça apporte au territoire. Et du coup, malheureusement, ça fausse un petit peu l'expérimentation et puis même l'objet ultime qui est le bénéfice pour le territoire et là aussi quel qu'il soit. Et ça peut être dommage. Et du coup, sur la slide suivante, mais pour passer très vite, c'est ensuite, une fois que les projets démarrent, ce qui est un facteur essentiel du succès, c'est l'implication du territoire, la disponibilité des parties prenantes. Je pourrais en parler tout à l'heure dans mes exemples, mais c'est avoir des interlocuteurs dans le territoire qui nous aident à déployer le projet, quel qu'il soit, et avec une certaine agilité, réactivité, et qui idéalement, autant une startup qui de fait est souvent extrêmement agile, doit s'adapter à la réalité d'une collectivité, d'un territoire, le temps des choses, le process qu'il y a, etc. C'est normal, on doit s'adapter. Mais à côté de ça, il faut aussi pouvoir avancer assez, garder une certaine agilité et réactivité, et qui est souvent portée par, si on refait la boucle, par les parties prenantes identifiées initialement. Et c'est ça qui fait la boucle. Et ensuite, la communication, c'est naturellement pour c'est mettre en place une communication méthodique pour partager l'innovation, pour partager les leçons, les apprentissages de ces innovations au plus grand nombre. Voilà. De mon côté, je crois que c'est fini pour cette phase de la présentation. Et ensuite, si le temps le permet, je vais parler un tout petit peu de retour d'expérience. Oui, mais de toute façon, je te redonnerai la parole tout à l'heure, Philippe. Mais je pense que là, tout ce que tu as dit, ça nous permet de faire une bonne transition avec effectivement le sujet que va traiter Florent, qui concerne davantage les modes de gestion, les modes de contractualisation pour le coup. Effectivement, là, on a parlé beaucoup de définition des besoins, on a parlé de la nécessité pour les collectivités de faire preuve d'innovation et de souplesse aussi, effectivement, dans la mise en œuvre de leurs projets. Du coup, Florent, je vais te laisser faire un peu ton petit retour d'expérience sur la palette d'outils qui sont à disposition des collectivités et également, si tu peux, hein, les outils qui sont les plus fréquemment mis en œuvre, qui sont les plus adaptés à certains types de projets. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, on l'a vu hein, avec l'introduction d'Audrey, puis les interventions d'Olivier et de Philippe. L'innovation, quand on parle d'innovation,
de Smart City, de territoire intelligent, peu importe le terme ou l'angle, on a affaire à des nouvelles solutions, qui impliquent des nouvelles compétences, qui sont finalement des nouvelles dimensions, des nouvelles briques de l'action publique qu'il faut acquérir, qu'il faut maîtriser, parfois avec un saut technologique, mais on l'a vu que ce n'est pas toujours le cas. L'innovation n'est pas faite que de technologie. Et pour les collectivités, c'est une montée en compétences d'autant plus difficile à anticiper et à prévoir que le point d'arrivée n'est pas connu. On a des technos qui sont en constante évolution. On ne sait pas lesquels apparaîtront demain. Le marché est instable. On achète des technologies. Enfin voilà, Philippe a parlé d'un certain nombre de risques. Par ailleurs, on ne sait pas si les technologies sont pérennes, si elles seront rachetées par les plus grosses boîtes, si un acteur dominant va s'imposer. Donc il y a un risque. Et pourtant, il faut quand même tenter des choses, expérimenter. On l'a vu, il faut investir aujourd'hui. On ne peut pas attendre indéfiniment que le marché se stabilise, que les solutions soient bien claires et définies. Alors comment on fait? On voit que les marchés publics classiques, on l'a vu, c'est assez intuitif, je pense que tout le monde est d'accord parmi vous, sont inadaptés. C'est-à-dire qu'il faut identifier un livrable, je l'avais dit. Il y a un certain nombre de conditions qui font que ça ne va pas marcher pour de l'expérimentation, pour de l'innovation. Donc il faut passer dans une logique de partenariat. Il faut s'associer avec le privé pour avoir la compétence nouvelle, la technologie quand c'est le cas. Et du coup, il faut partager d'une certaine manière le pouvoir. On a mis un petit peu le doigt dessus tout à l'heure. Donc il faut estimer le niveau de maîtrise que la puissance publique doit conserver. On parle donc de souveraineté, qui est un paramètre important pour choisir une formule. Et donc voilà, je vais en détailler certaines. Celle qui vient assez rapidement à l'esprit, les deux en fait, parce que l'une suit l'autre temporellement, on va dire, mais d'abord commencer par le marché de recherche et développement. Donc là, c'est une manière de contractualiser qui est relativement rapide et flexible. En fait, la collectivité et une société privée co-investissent finalement pour développer une solution. Il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence, on s'associe un petit peu comme on le souhaite. Par contre, on co-investit sur le développement d'une solution, mais on ne l'acquiert pas au bout du compte. C'est-à-dire que c'est vraiment du développement, de la recherche et développement, sauf qu'à la fin, une fois que la solution existe, que ça devient une offre, et là, il faut mettre en concurrence, la collectivité doit mettre en concurrence son partenaire avec d'autres solutions potentielles pour acquérir. Et là, on repasse dans le marché public classique où on a une solution, on a un graphe défini et on met en concurrence pour acquérir cette solution. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de concurrents sur le marché, mais cette remise en concurrence fait qu'il y a un délai, il y a un arrêt du service, on n'est plus dans l'expérimentation, on arrête, on met en concurrence et ensuite il peut y avoir donc du coup une interruption de service. Et puis, il faut, dans le marché, diffuser une partie des résultats de la recherche et du développement pour faire cette mise en concurrence, ce qui ne va pas forcément intéresser le partenaire privé, en tout cas, ce n'est pas dans son modèle a priori. Alors, ces deux principales limites-là ont amené la création assez récente, il y a quelques années, du partenariat d'innovation. Là, l'idée, c'est d'avoir ce système d'investissement, de co-investissement sur de la R&D, mais avec possibilité d'acquisition à la fin. Donc, il n'y a pas d'interruption de service, ça marche par palier, c'est-à-dire qu'on peut au départ partir, alors tout comme le marché de recherche et développement d'ailleurs, mais sur plusieurs entreprises, travailler en simultané avec plusieurs entreprises, puis ensuite réduire et finalement acquérir à la fin. Il n'y a pas non plus d'obligation. Si ça ne marche pas, si on n'est pas satisfait, on n'est pas obligé de faire l'achat à la fin. Mais voilà, c'est un montage par étapes. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça. C'est une procédure assez complexe, qui n'est pas forcément du coup adaptée sur des petits projets. Il faut quand même définir un certain nombre de critères d'évaluation en amont pour voir si la solution a fonctionné ou pas. Et puis, voilà, il y a un co-investissement, mais du coup, comme c'est une procédure longue, les entreprises s'investissent sur le temps long,
Du coup, ça peut aussi les amener à, si jamais ça se passe mal, à vouloir peut-être attaquer le dispositif. Donc, il faut être assez carré juridiquement. Alors là, par exemple, sur un partenariat d'innovation, on en a un assez marquant, Communauté Val d'Alzette, qui est un peu pionnière en utilisant ce format-là pour développer leur plateforme de données qu'ils envisagent sur leur territoire. Voilà, alors comme on peut passer à la slide suivante, comme je disais, ça c'est pour plutôt des grosses expérimentations, avec potentiellement des gros budgets. Pour démarrer quelque chose, pour faire quelque chose d'un peu plus réactif, d'un peu plus, encore plus expérimental, c'est vraiment pas encore où on va. Il y a des appels à projets, par exemple. Enfin voilà, il y a des solutions plus légères que je vais un petit peu détailler. L'appel à projet, où là, on définit plutôt un cadre d'expression des entreprises pour répondre plutôt à un enjeu plus global, mais pas un besoin. Contrairement pour le coup au marché public classique, on ne définit pas un livrable, mais on donne un cadre de proposition de solutions. Alors, c'est plus, ça donne plus de liberté. On a aussi le fait de passer des contrats inférieurs au seuil du marché public. Hein, on en parlait tout à l'heure. C'est pas forcément très utilisé parce que culturellement, dans certaines organisations, c'est une logique qui ne passe pas forcément. Mais quand on reste en dessous de certains seuils, eh bien, on peut contractualiser sans trop se formaliser, assez rapidement, sans en mettre en concurrence. Par contre, on reste sur du démarrage, sur des montants faibles, et on ne peut pas cumuler ni dans le temps, ni sur d'autres solutions en parallèle avec le même prestataire. Convention d'occupation du domaine public. Alors ça, c'est une formule, par exemple, qui avait été utilisée à Paris pour l'expérimentation de la place de la Nation, là, il y a quelques années maintenant. C'est l'exemple le plus marquant que j'ai en tête. Alors là, c'est extrêmement léger pour le coup, et ça pose aussi la question de la maîtrise par la collectivité, ce que je disais tout à l'heure. On offre un terrain d'expérimentation, mais quelle maîtrise on conserve sur ce qui se fait? Là, le choix avait été fait de contractualiser très simplement avec Cisco en l'occurrence, uniquement sur l'occupation du domaine public. C'est-à-dire que l'entreprise pose des dispositifs de mesure en l'occurrence, mais voilà, plusieurs dispositifs sur l'espace public et on conventionne uniquement là-dessus et on laisse faire l'entreprise sur ce qu'elle a envie de faire. Alors évidemment, c'est extrêmement léger, il y a en l'occurrence pas d'investissement non plus financier de la collectivité, mais évidemment, en retour, on a aussi une expérimentation qui échappe quasiment totalement à la puissance publique où pas spécialement ce qui va en sortir et ce qui va être fait, ni si ça va répondre à un besoin. Et enfin, je dirais le niveau zéro de la contractualisation, c'est l'absence de contractualisation. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler les gentleman agreements. En fait, tout simplement, on se met d'accord entre acteurs pour, par une bonne entente, pour démarrer quelque chose sans échange financier, sans contractualisation, juste parce que voilà, on s'entend bien, ça permet de se dire on va commencer à faire un truc de telle ou telle manière. Et ensuite, on va contractualiser. Voilà, ça, c'est des choses qui se pratiquent dans les collectivités, qui permettent de démarrer relativement. C'est une palette de solutions, en fait, pour, à des degrés différents d'ambition, de complexité, de maîtrise de ces dispositifs-là, de lancer des projets d'innovation. Je vers des ressources. Si je peux peut-être ton retour d'expérience, Florent, est-ce que pour ces différents outils contractuels, il y en a qui se prêtent plus à s'interroger aux d'autres, c'est-à-dire c'est qu'au-delà effectivement du point de départ, c'est est-ce que la collectivité veut garder la maîtrise ou pas de son projet? Est-ce que effectivement, si on reste sur les outils souples pour l'innovation, est-ce qu'ils se prêtent pas plus pour des projets qui ne touchent pas, j'ai envie de dire,
au secteur traditionnel. Alors quand j'entends secteur traditionnel, j'entends énergie, transport, communication électronique. Est-ce que c'est plus quand même des outils qui sont mis en œuvre pour répondre à des besoins spécifiques, à des projets urbains ou effectivement à de la valorisation aussi domaniale? Parce qu'il y a est-ce qu'on voit quand même entre guillemets, est-ce qu'on peut flécher des types de modes de gestion par typologie de projet ou pas, ou c'est pas encore, ou est-ce que tu ne le vois pas encore aujourd'hui? Pas forcément de recettes uniques, mais on est quand même sur des. Enfin, si on pense notamment au partenariat à l'innovation dans le pays Oriental Z, par exemple, c'est quelque chose de. C'est typiquement ce que je disais en introduction, c'est-à-dire c'est une brique de politique publique qui n'existait pas, qui n'est pas traditionnelle pour le coup. Enfin, on est sur de la gestion de données, on est sur ces dimensions nouvelles de l'action publique qui n'existaient pas il y a quelques temps. C'est vrai qu'après, si on veut innover dans les modes de faire au sein d'un silo métier, quoi, c'est ça l'idée, Ouais. par rapport à des choses nouvelles. C'est sûr qu'on va se trouver en parallèle avec peut-être des délégations de services publics qui sont un peu plus cadrées, régulières, traditionnelles, on va dire. Donc il faut voir à quel moment on sort de cette logique-là et on essaye de passer au niveau supérieur parce qu'on a une ambition d'évolution des pratiques dans ce domaine-là. Et là encore, du coup, il faut décider, il faut faire ce choix. Et puis après, je dirais que toute la palette s'applique en fonction de ce que ça représente, quoi. Si c'est vraiment une remise en cause, pas une remise en cause, mais une évolution assez forte d'un système à l'échelle de toute une ville, il va peut-être falloir mettre en œuvre un dispositif un peu plus costaud, tel que les deux premiers que je citais sur la slide précédente. Ou si on est sur quelque chose où on veut démarrer en parallèle, où on veut tester un peu plus rapidement et avoir un premier go-no-go à l'échéance de quelques mois, on va peut-être passer un premier marché en dessous du seuil ou aller sur quelque chose d'un petit peu plus léger, quoi. Très bien. Donc voilà, il y a un site internet dédié au sujet territoire intelligent, smartcity.cerema.fr, qui est le nôtre. On a aussi un livrable de France Ville Durable qui traite des questions des outils juridiques pour l'innovation. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ces ressources-là. Du coup, Philippe, je te laisse faire peut-être tes retours d'expérience. En 5 minutes pour laisser de la place pour les questions, peut-être. De toute façon, les questions, je les pose au fur et à mesure, hein, donc vous inquiétez pas. Parfait. Super. Donc, l'objectif là maintenant, c'est de partager avec tous plusieurs retours d'expérience que nous avons pu avoir sur des territoires de toute taille, en fait, parce que c'est important de voir comme ça, de parler naturellement des grosses villes, des métropoles, mais aussi des territoires plus petites, des villes de taille moyenne ou des villes même plus petites. Donc, si on passe à la slide suivante, donc la manière, voilà, la manière, ce que je veux faire, c'est simplement présenter un petit peu les facteurs clés de succès des différents projets, des différents exemples. Donc là, sur le territoire de Versailles Grand Parc, c'est donc le DGA Innovation qui s'appelle Thomas Bonnour qui était essentiel à cette expérimentation au projet public-privé sur lequel on a travaillé. À l'époque, lui, il était directeur du DevEco et il avait cette capacité, avoir une vision claire qui est l'innovation permet de répondre à des enjeux politiques qu'ils ont, donne de l'attractivité au territoire. Et à côté de ça, si je reprends la présentation tout à l'heure, par la curiosité qu'il a envers les innovations, il a créé une sorte de puzzle avec de multiples innovations qu'il travaillaient ensemble pour répondre aux enjeux du territoire. Donc, et ensuite,
cette personne, Thomas Bonnour, a eu la capacité de fédérer différents acteurs de l'agglomération de Versailles-Grand Parc. À côté de ça, l'ancrage du projet, donc je ne vais pas parler du projet en tant que tel, en fait, vous pouvez le lire. L'ancrage du projet s'est retrouvé au sein de, à un moment, il faut de TIGA Île-de-France, donc TIGA, le territoire d'innovation de grande ampleur, de grande ambition, financé par la Banque des Territoires. C'est un projet, enfin c'est un financement national d'ailleurs, mais dont la région Île-de-France a été participante. Et donc, ce projet-là a été inscrit du coup dans le processus TIGAS, qui nous a permis, du coup, de financer en partie le projet, de faire une expérimentation, de faire un retour sur l'expérimentation et donc de déployer cette innovation sur le territoire et d'en faire bénéficier par le retour d'expérience d'autres territoires de la région Île-de-France. Mais là, clairement, le facteur clé de succès de cette expérimentation vient de l'accompagnement du programme régional, comme j'ai mis là, mais de l'accompagnement régional au-delà de l'agglomération, mais aussi du leadership du DGA Innovation Thomas Bonnour. Sur la slide suivante, on part à Barcelone, on voyage. Donc sur Barcelone, la particularité de Barcelone, c'est donc Angel Lopez, le directeur de la mobilité de cette municipalité, est j'ai envie de dire un grand leader, et un leader au sein de sa ville, mais aussi, je dirais, un animal politique par rapport aux fonctions qu'il a. Donc, du coup, il sait faire venir avec lui beaucoup d'intervenants, beaucoup de monde le suit. Dans ce cadre-là, dans le travail qu'on a pu faire avec lui, on avait la chance d'être lauréat d'un programme qui s'appelle EIT Urban Mobility, qui est un programme européen pour promouvoir l'impact des nouvelles mobilités ou promouvoir des villes plus saines, plus durables, etc. Et notamment en travaillant sur la mobilité. Donc, Urban Radar fait partie des lauréats de ce programme-là. Et donc, sur Barcelone, il a réussi à faire payer ce projet-là par la Commission européenne. Donc, ça, c'est une première chose. Et à côté de ça, donc Angel Lopez est un animal politique, mais à côté de ça, ses équipes opérationnelles sont également très motrices. D'ailleurs, c'est pour ça que Barcelone est une des grandes smart city villes intelligentes d'Europe. Et donc de là, on a pu travailler avec eux sur la définition d'un projet de manière assez rapide, mais néanmoins, il a fallu un petit peu de temps pour définir le projet, pour caler la définition du projet. Et ça, c'est un retour d'expérience important qui était aussi dans la définition du projet, il y a eu plusieurs allers-retours, il y a eu plusieurs difficultés finalement à saisir sur quoi pourrions-nous travailler. Mais c'est aussi de la co-construction et c'est ça qui est important dans tout ça, c'est la communication, la co-construction avec les équipes techniques. On est parti sur une idée. Et là aussi, l'idée a évolué en fonction des données disponibles, du temps qu'on avait, aussi de l'agenda politique qui a évolué. Et du coup, on a fait évoluer le projet. Ça a pris un petit peu de temps là-dessus, mais avec l'avantage qui est qu'une fois que ce projet, donc financé en partie par la Commission européenne, a été fini, maintenant on passe par un projet directement porté par la ville de Barcelone. Donc on continue le projet avec la ville de Barcelone en direct. Sur ce projet, pardon Philippe, le mode de portage qui a été retenu par Barcelone, typiquement, ça a été quoi? Donc là, on est encore. Donc là, donc, le premier projet, disons validation, c'est passé par un projet de la Commission européenne. La suite passe par un projet d'expérimentation avec la ville de Barcelone. En fait, on a gagné un tour de manège en résumé. On a gagné un tour pour pouvoir avancer plus sur le projet avant de passer sur j'espère l'année prochaine, une contractualisation plus pérenne de notre solution. Donc, ouais.
mais avec une solution voilà, plus mature. Donc là, on pense en start-up. Voilà. Sur la suivante, là, c'est une initiative parce que vraiment, je veux présenter tout territoire et tout. Donc là, c'est un retour d'expérience d'un territoire, donc c'est le Grand Est et de l'Interreg alpin. Donc c'est Grand Est, Italie, enfin tout ce qui borde les Alpes. Là, ce projet DEAS, qui est aussi un projet européen, a pour ambition de mutualiser des cas d'usage d'utilisation de l'open data. Et donc, en parlant de partenariat public-privé, ce que fait Interreg, donc Interreg et les différentes régions alpines travaillent ensemble, donc mettent en commun leurs ressources pour standardiser, ou plutôt voilà, standardiser le type d'open data qu'ils ont, partager les réflexions de cas d'usage qu'ils peuvent avoir. Et ensuite, du coup, partager et mutualiser les différentes solutions qui vont en ressortir. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils mettent, eux, sur le projet DEAS, ils mettent à disposition ces open data sur plein de territoires alpins. Il y a une mutualisation des cas d'usage et ensuite, l'idée, c'est que des sociétés privées viennent valoriser ces open data et ensuite pouvoir les passer à l'échelle au niveau alpin. Et c'est porté, donc là, c'est porté donc en partie par la région Grand Est, mais également du coup par d'autres territoires. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, et je crois que c'est aussi le Grand Est. Donc là, c'est Grand Esther dont on a beaucoup parlé. Madame Alizé Bock, donc il y a aussi une dame qui s'appelle Apolline. Elle porte ce programme Grand Esther. Et Olivier Bachelard en a parlé et a parlé des différentes étapes. Donc en fait, la région Grand Est systémise dans un sens le développement d'expérimentation et accompagne les startups dans les expérimentations qu'elles peuvent faire sur le territoire. Et là, l'avantage que ça a, c'est que ça permet aux startups de se concentrer sur leur métier et d'avoir l'accompagnement, mais aussi finalement presque la labellisation du territoire, ce qui rassure les collectivités aussi. Donc là, le projet et donc la région aide énormément sur la définition des besoins, comprendre qui sont les interlocuteurs. Donc ça permet d'avoir une solution plus construite et finalement, Grand Testeur fait l'intermédiaire entre les collectivités et les startups et permet de, je dirais pas de résoudre des problèmes, mais permet de fluidifier les conversations, permet de faciliter en étant un petit peu un médiateur, permet du coup d'arriver plus facilement à des sujets d'expérimentation. Mais en étant pragmatique, Alizé Bock, elle est médiateur, elle pousse pas aux expérimentations d'un côté comme de l'autre, elle facilite simplement pour essayer, s'il y a un match, si ça peut marcher, éviter ou s'assurer que ce ne soit pas une opportunité manquée. Donc, c'est s'appuyer et là, c'est une métropole, j'ai mis agglomération, mais c'est une métropole de la région Grand Est sur laquelle Alizé nous accompagne. On passe beaucoup de temps sur la définition du projet. C'est cette métropole-là dont je parlais tout à l'heure où on est maintenant sur une proposition financière sur l'expérimentation, mais avec la question quel sera le coût plus tard, quel mode de contractualisation, etc. Donc, et ça prend beaucoup de temps, tout ça. Ça prend beaucoup de temps, mais voilà, le soutien de la région clairement aide. Et donc, pour toutes les collectivités qui participent à ce webinaire, c'est important de toute taille de bien identifier du coup les partenaires potentiels ou les instances régionales qui peuvent aider. Si on passe à la suivante, pour faire vite. La suivante, voilà, là c'est très intéressant, c'est une communauté d'agglo plus petite, c'est Béthune, c'est 20 000 personnes, 25 000 personnes Béthune, avec Jérémy Nestel que vous connaissez peut-être quand il était directeur innovation aussi sur le territoire de Nevers. Donc là, avec lui, ce qui est très intéressant dans son leadership, c'est il est ultra actif, ultra moteur,
très curieux et dans l'innovation. Et aussi, il a cette vision de mutualisation des innovations, c'est-à-dire que lui veut faire venir des innovations sur son territoire, mais il est aussi preneur d'innovations qui viennent d'autres territoires. Il est voilà, c'est donc la notion est notamment sur un territoire de petite taille avec des moyens financiers du coup plus limités que d'autres. C'est la mutualisation de solutions développées peut être très intéressante. Et là, le projet, il s'avère, c'est construire des solutions sur un lac de données que lui met en place. Et donc là aussi un moteur. Et enfin, et naturellement, France Relance, il y a REV3 qui est une initiative régionale et IVEO qui est un cluster canadien. Donc c'est de la collaboration Smart City canadien-France. Et enfin, le dernier, mais je vois que c'est l'heure, c'est simplement les agences d'urbanisme aussi sont motrices. Par exemple, avec l'OPA, on travaille sur l'OPA, donc l'agence d'urbanisme d'Aix, a des besoins sur plusieurs collectivités. On travaille avec eux sur la définition de ces besoins et ensuite, ce qui permet à l'agence d'urbanisme d'apporter des solutions à ces collectivités territoriales. Et donc là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, au niveau départemental qu'on a ici, là, c'était trop compliqué. Par exemple, sur des projets départementaux, donc on travaillait sur un diagnostic des mobilités partagées et covoiturage au niveau départemental. Mais du coup, avec toutes les couches administratives de différentes villes, le département, la région avec la loi LOM et le chef de file, etc., complique les choses. Et là, du coup, c'était un petit peu plus compliqué. Et on a donc réduit le scope sur en parlant de brique par brique, on a réduit le cahier des charges en étant moins ambitieux pour ensuite grandir l'expérimentation. Voilà pour moi. Pour ces retours d'expérience très rapides. Non, mais merci Philippe. En tout cas, ce que je retiens quand même de tous tes exemples, c'est que l'expérimentation peut constituer dans beaucoup de cas un levier efficace pour après mettre en place un mode de gestion pérenne pour des solutions innovantes ou pour des projets plus globaux. Ouais. En tout cas, merci à tous déjà pour cette vision publique-privée et aussi pour vos retours d'expérience respectifs. Laurence, je te laisse conclure. Non, mais c'est, voilà, moi, malgré ma maigre connaissance du sujet, je retiendrai vraiment dans la mise en œuvre de ce type de projet, la co-construction qui est revenue beaucoup avec effectivement cette volonté d'innovation, d'expérimentation et de concertation au début et même tout au long du projet. Les notions de bienveillance, de bonne foi et d'agilité dont vous avez aussi beaucoup parlé entre les différents acteurs et les parties prenantes. Donc voilà, on sent des projets complexes, mais en même temps passionnants, à la fois humainement et techniquement. Donc merci pour tous ces retours, en espérant que voilà, ça aura apporté et peut-être inspiré un certain nombre de nos auditeurs ce matin. Donc un grand merci à tous les quatre pour toutes ces interventions. Merci à tous. Je pense qu'on peut dire aussi que les 2 prochains webinaires permettront aussi d'illustrer un certain nombre de points que vous avez évoqués aujourd'hui, puisque le prochain parle de l'IoT et le suivant de la place du Wi-Fi dans la Smart City. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de rebondir sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués aujourd'hui. Bon appétit, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un replay sera disponible pour ceux qui malheureusement n'ont pu être là ce matin avec nous. Et à très vite pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.